Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce webinaire de présentation des parcours de soins avec Neo4j. Je suis Cédric Fauvert, responsable commercial chez Neo4j. Je suis aujourd'hui avec Nicolas Rouillère, consultant avant-vente chez Neo4j aussi, qui nous présentera ce cas d'usage et nous en fera la démonstration. Alors, quelques informations utiles avant de commencer. Je vous invite à poser vos questions si vous en avez durant la présentation par écrit dans la section Q&A de Big Marker dans le panneau de contrôle sur la droite de votre écran. Nous répondrons à autant de questions que possible par écrit durant la présentation et prendrons quelques questions à l'oral à la fin. D'autre part, vous recevrez par email l'enregistrement du webinaire et la présentation. Écoutez, je vous remercie pour votre participation et je laisse Nicolas commencer. Eh bien, merci Cédric. Aujourd'hui, nous allons parler de parcours de soins avec Neo4j. Je vais vous introduire rapidement le sujet. Le cœur de la présentation est une démonstration. Au dernier webinaire, on avait eu deux présentations et pas forcément beaucoup de temps pour les questions. Donc là, j'espère qu'on aura plus de temps, en tout cas si je ne parle pas trop, comme je suis un spécialiste, un coutumier du fait. Alors, introduisons ce sujet sans plus attendre, le parcours de soins avec Neo4j. Et en guise d'introduction, je vais vous parler un peu d'actualité et du projet Ma Santé 2022, que le gouvernement français a mis en place avec trois grands axes de transformation, et notamment construire le système autour du patient. Alors, il y a exactement trois objectifs dans ce plan Ma Santé 2022. C'est préparer les futurs soignants aux besoins du système de santé de demain. Ça veut dire, par exemple, qu'il va y avoir des gros changements comme le numerus clausus supprimé, des passerelles entre deuxième et troisième année de médecine, des épreuves nationales classantes supprimées, des certifications des professionnels de santé, en particulier dans 6 professions de santé. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que il s'agit de créer au niveau des différents territoires un collectif de soins au service des patients, avec notamment des hôpitaux de proximité, de l'exercice coordonné avec les fameuses maisons de soins pluridisciplinaires. Et puis enfin, l'idée est de faire du numérique un atout pour le partage de l'information en santé et l'évolution des pratiques. On a beaucoup parlé durant cette crise du Covid-19 de la télémédecine, du télésoin. Eh bien, ça aussi, c'est un axe de ce plan. Mais aussi, il s'agit de mettre en place, et ça c'est assez ambitieux, une plateforme des données de santé qui contienne notamment le dossier médical personnalisé, mais qui permette aussi la recherche. Alors, on va s'intéresser en particulier aux défis qui sont posés par ce genre de modernisation du parcours de soins. Les défis et les difficultés, c'est l'exploitation sécurisée des données, avoir des plateformes qui permettent de gérer les données en toute sécurité et surtout d'en assurer la traçabilité de l'accès. Il y a une vraie difficulté et qui n'est pas réglée aujourd'hui, c'est la réconciliation du parcours de soins, d'avoir un certain nombre de spécialistes de pathologies différentes et qui sont stockés dans des cheminées. Donc, il va falloir qu'on désilote toutes ces informations et qu'on puisse réconcilier le parcours de soins, quels que soient les différents spécialistes entre les mains desquels se trouvent les patients. Ensuite, il s'agit de comprendre de façon globale, donc sur, je dirais, tout le panel des spécialités médicales, mais aussi sur le plan temporel, donc dans le temps, l'évolution des maladies et leurs interactions les unes avec les autres. Il s'agit aussi de découvrir et de recommander des traitements et des médicaments et pouvoir utiliser les données pour ça. Et enfin, il s'agit de traiter des maladies qui manquent aujourd'hui de prise en charge. Et on parle notamment des maladies de douleur chroniques comme la fibromyalgie ou encore les maladies psychiques. Alors, quels sont les cas d'usage qu'on retrouve dans ce domaine-là? Alors, dans la santé, nous avons un certain nombre de clients qui sont soit des laboratoires pharmaceutiques, des instituts de santé,
Des startups également, il y en a beaucoup dans tout ce qui est biotech, génomique, donc traitement du génome. Et puis, on voit aussi des indépendants, en tout cas des médecins et professionnels de santé ou des chercheurs qui utilisent Neo4j pour leur thèse, pour leur cas d'usage personnel et qui veulent ensuite étendre à des instituts de santé ou au-delà. Donc, j'ai 3 cas d'usage que je peux vous citer comme ça, parmi d'autres. Donc, il y a le DZD, donc le Centre allemand pour la recherche contre le diabète, qui ont forgé un graphe de connaissances à partir de toutes les publications scientifiques sur le sujet. Il y a également l'Institut du cancer, Istituto di Candiolo, où cette fois, il s'agit de référencer tous les essais, tous les tests qui sont faits sur des échantillons pour la recherche contre le cancer. Et donc, ces tests ils sont hiérarchisés, ils sont nomenclaturés. Il faut faire le lien entre la partie génétique et la partie biomoléculaire. Donc, tout ça, c'est stocké dans un vaste graphe Neo4j. Et puis enfin, Novartis qui utilise Neo4j pour la découverte de traitements, notamment par assemblage de médicaments qui n'ont pas encore été testés. Autre initiative autour de la santé et qui est plus actuelle, donc c'est le Covid Graph. Le Covid Graph que vous pouvez retrouver sur covidgraph.org. C'est un graphe de connaissances sur toutes les publications scientifiques et les papiers de recherche sur le Covid. Alors, ça peut être exploré avec du Neo4j, comme vous le voyez à l'écran, mais aussi il y a une interface qui a été faite, je crois, avec Wi-Fi et qui permet d'explorer, alors à partir des articles, des brevets, des auteurs, des gènes, tous les liens qu'il y a dans cet écosystème autour du Covid. Il y a par exemple des références aux épidémies précédentes, comme le SRAS ou le MERS. Donc ça, c'est extrêmement intéressant et vous pouvez y accéder vous-même, essayer de vous faire une idée. C'est surtout à destination des chercheurs et c'est une initiative complètement bénévole. On a un certain nombre de nos salariés qui travaillent à leurs heures indues, à leurs heures perdues de week-end ou de soirée sur ce sujet. Et puis, il s'agit évidemment, donc on est typiquement dans le thème, de fédérer un certain nombre de bases de données médicales dans une base graph et d'établir les connexions. Les data scientists et les développeurs sont les bienvenus pour explorer ce graphe. Et on essaye également d'alimenter les nouvelles, les découvertes qui sont faites régulièrement sur les fils LinkedIn et Twitter. Alors, je parlais de réconcilier les données. Et effectivement, il s'agit vraiment de faire ça. Alors, il y a trois grands principes qu'on va retrouver dans Neo4j. Et premièrement, l'ennemi de la découverte, c'est le silo, ou autrement dit, la valeur des données est dans les relations. Si on garde nos informations silotées dans une cheminée, comme vous voyez à droite, on va trouver des choses, mais on va en trouver moins. Et surtout, on ne pourra pas se connecter à la base de données d'à côté. Donc, il s'agit de plaquer un modèle global sur la complexité d'un cas d'usage. Et cette complexité, elle va pouvoir être gérée en traçant les liens entre les entités. Et l'idée de ce modèle que vous avez, vous pouvez le dessiner. Et si vous pouvez le dessiner, nous, on peut le stocker. Du moment que vous décidez des nœuds et des relations, donc des nœuds comme, là, vous voyez un petit schéma avec Tom Hanks qui est un acteur et puis qui a joué dans un film Cloud Atlas, ou a joué aussi Hugo Weaving, qui a joué dans The Matrix, dirigé par Lana Wachowski.
eh bien, ce graphe-là que j'ai tracé au tableau, je vais pouvoir le créer dans Neo4j et ça va être pareil avec des données médicales. On va pouvoir le dessiner, on va pouvoir le modéliser, on va pouvoir créer le modèle dans Neo4j, on va pouvoir ingérer les données et surtout ensuite, on va pouvoir traverser ce graphe avec n'importe quelle profondeur. Je peux prendre 2 points dans le graphe et tracer des chemins entre eux. Je vais pouvoir le faire de façon industrielle. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cette démonstration aujourd'hui sur le parcours de soins? On va essayer de répondre à 3 questions. Premièrement, comment représenter simplement un parcours de soins individuel? C'est la promesse du fameux dossier médical personnalisé. Eh bien, en agrégeant les différents rendez-vous médicaux, tout ce qui s'est passé, toutes les ordonnances qui ont été données avec des différentes posologies de médicaments, tous les traitements qui ont été proposés, les allergies qui ont été découvertes, etc. On va pouvoir avoir une vision 360 de tout ce qui est parcours médical d'un patient en particulier. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on peut agréger et comprendre les parcours de soins de patients atteints d'une même pathologie. Donc, dans le temps, on va essayer de regarder un petit peu les grosses masses, observer finalement les parcours de soins agrégés de différents patients ou de cohortes de patients. On parle de cohortes de patients dans les études cliniques notamment. Et puis justement, pour des études cliniques, quels seraient les critères qui nous permettraient de sélectionner des patients? Est-ce que ça va être des marqueurs génétiques? Est-ce que ça va être les médicaments qu'ils prennent, leur état de santé, également des informations sociodémo? Voilà. Donc, on va essayer de répondre à ces 3 questions avec Neo4j. Et on va le faire en explorant les données avec l'interface de visualisation et d'exploration qui est Bloom. On va le faire également avec une application web qui est basée sur la Grande Stack, donc qui permet de visualiser l'évolution des traitements ou des prescriptions médicales au cours du temps pour une population donnée de patients. Et puis, on va faire évidemment quelques requêtes Cypher, pas trop compliquées, j'espère, et on va employer des algorithmes de graphes pour essayer de regrouper les patients entre eux. Donc, on utilisera en particulier les technologies de similarité et de détection de communauté. Et les questions, on verra après la démo. Donc, je suis à peu près dans les temps. Donc, ce que je vais faire, je vais arrêter ma caméra pour que la démo soit un peu plus fluide et je vais vous partager mon écran. Et n'hésitez pas à me dire si vous ne voyez pas dans la fenêtre de conversation. Alors, hop. J'éteins ma caméra et je partage mon écran qui devrait maintenant être visible. Et vous devriez voir mon Neo4j Desktop. J'espère que c'est à peu près que la transition a été suffisamment fluide. Cédric ou Eva, il n'y a pas de problème de fluidité quand je suis passé sur cette fenêtre Neo4j Desktop? On est bon? Oui, Nicolas. Écoute, là, c'est bon, on voit ton écran. Ok, c'est parfait. Ça a mis un peu de temps pour afficher la première rappeler... image, mais pour la suite, ça devrait très bien fonctionner. Ok, ben je vais prendre un peu de temps pour les transitions entre interfaces à ce moment-là. C'est ça. Alors, au niveau de mon graphe de parcours de soins, Patient Journey en anglais, eh bien, on a un graphe assez volumineux, donc 5 millions de nœuds et à peu près 50 millions de relations. Et puis, j'ai également, donc ça c'est l'interface Neo4j Desktop, où vous bénéficiez de l'édition Enterprise de Neo4j. Donc, vous pouvez rajouter des bases de données locales ou remote, d'accord. Vous rajoutez vos requêtes Cypher favorites
Et puis également des plugins. Ici, on utilisera en particulier la Graph Data Science Library et puis un plugin GraphQL qui permet d'exposer une API, donc des verbes métiers, des méthodes permettant d'interroger la base de données Neo4j. Et donc, c'est une application web qui va appeler cette API par-dessus la base Neo4j. Donc, vous avez une base de données au centre, vous avez des plugins, et puis vous avez aussi des interfaces, différentes interfaces que vous pouvez ouvrir. Et là, on va considérer l'interface Bloom, voilà, qui va nous permettre d'explorer le graphe. Alors, l'interface Bloom, je vais effacer la scène. Elle est composée de perspectives, d'une perspective. Une perspective, c'est un mode de représentation des nœuds et des relations. Dans une interface web, il y a des codes graphiques qui peuvent être la couleur, la forme, la taille, des icônes, une épaisseur de trait. Eh bien, on va utiliser ces codes et l'ensemble de ces règles d'affichage constitue la perspective dans Bloom. Donc, on a différentes catégories de nœuds et différents types de relations. Donc, les catégories de nœuds, on les appelle des labels. Et vous allez avoir, par exemple, des maladies, en anglais condition. Et si jamais je veux changer l'icône de cette maladie, j'ai tapé condition, et puis plutôt que d'avoir mal à la gorge, je vais avoir mal à la tête. Voilà. Et ce sera valable pour toutes les maladies que j'afficherai. D'accord. Alors, autre chose, eh bien, toutes ces différentes catégories me permettent de créer un modèle, de gérer un modèle de données avec des patients ici, et puis des patients qui ont des rendez-vous médicaux, mais on va le voir tout de suite avec un petit exemple. Donc, je vais chercher un patient qui s'appelle Rufus. Alors, pour ça, je vais taper un mot-clé patient, et puis je vais demander à ce que son prénom ce soit Rufus. Là, on a une barre de recherche qui fonctionne en complétion automatique, et je suis quasi en langage naturel, c'est-à-dire que je dis un patient dont le prénom est Rufus, trouve-moi ça. Et puis Bloom va m'afficher un certain nombre de patients qui ont pour prénom Rufus ou Rufus quelque chose. Donc je vais en prendre un au hasard, et puis je vais enlever les autres nœuds. Je vais me concentrer sur ce patient en particulier. D'accord. Ce patient, je peux inspecter ses caractéristiques. C'est bien sûr une base de données synthétique, hein, je ne l'ai peut-être pas dit suffisamment clairement. Donc, il n'y a aucune forme de données personnelles. C'est une base de données qui a été générée artificiellement. Alors, voilà, j'ai sa date de naissance, sa ville, s'il est mort, sa date de décès, ethnie, nom, prénom, genre, etc. Et je vais pouvoir explorer autour de ce patient. Donc, je peux le faire de façon globale, c'est-à-dire étendre tous les nœuds qu'il y a autour. Mais je vais choisir de plutôt faire une expansion prudente. Pour l'instant, je n'ai pas envie d'afficher tous les nœuds. Donc, je vais aller regarder uniquement les rendez-vous médicaux et je vais limiter à 25 nœuds. Effectivement, là, j'ai tous les rendez-vous médicaux de Rufus. Alors, lui, il en a eu un paquet. Il a une centaine de rendez-vous médicaux. Donc, on va prendre un patient un peu moins abonné au médecin. On va prendre un autre Rufus qui, cette fois, a eu uniquement quelques rendez-vous médicaux, 8 ou 9. Et puis, ces rendez-vous médicaux, là, j'ai tapé directement Patient Journey Rufus. Alors là, j'ai triché.
évidemment, j'ai triché puisque j'avais préparé une search phrase qui s'appelle la patient journey de Rufus. Et j'ai écrit une requête Cypher qui me permet de trouver tous les rendez-vous médicaux d'un certain Rufus qui, en plus, a comme numéro de sécurité sociale 999 56 45 27. Comment est-ce que je peux afficher dans le temps cette patient journey? Je vais étendre uniquement les relations suivantes. Next. Et là, effectivement, j'ai mon premier rendez-vous médical et mon dernier rendez-vous médical. Et donc, j'ai de 2018 à novembre 2019, j'ai un certain nombre de rendez-vous médicaux pour Rufus. Et cette fois, si je développe autour des rendez-vous médicaux, notamment, je vais pouvoir découvrir quelles sont les procédures qui ont été mises en place au fil de ces rendez-vous médicaux. En particulier, je vois qu'il y a des tests sur les allergies. Je vois également qu'il y a une procédure de réconciliation de médicaments. Donc, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de sélectionner l'ensemble de ces rendez-vous médicaux et puis également de révéler ce qu'ont été les prescriptions de médicaments. Donc, je vois qu'il y a 2 médicaments. Alors là, effectivement, ces relations s'affichent en rouge. Et pourquoi? Parce que là encore, j'ai mis un code graphique pour que les relations has-drug s'affichent en rouge et 4 fois plus épaisses. D'accord? Pour les mettre 2 fois plus épaisses. Voilà. Et puis, ce qui m'intéresse, là, j'ai vu quelque chose sur les allergies. Donc là encore, je vais essayer de révéler les allergies autour de ces rendez-vous médicaux. Et donc, je découvre que mon pauvre patient Rufus est atteint d'allergie aux noix, à la farine, au pollen, aux œufs. Donc, ça commence à faire beaucoup pour ce pauvre Rufus. Et puis, si je continue à développer ma patient journey et que cette fois, j'étends tous les nœuds autour de ces rendez-vous médicaux, ça va s'afficher dans quelques instants normalement, si j'ai bien fait les choses. Donc, je vais me retrouver aussi avec des nœuds en vert qui correspondent à des observations médicales. D'accord. Par exemple, une mesure du taux de leucocytes dans le sang. D'accord. On va avoir aussi les organisations qui correspondent à des hôpitaux, par exemple, dans lesquels sont effectués les soins. Vous avez aussi un plan de soins un peu plus global. Donc, des interventions en self-care, ça veut dire que je vais devoir prendre mes médicaments contre les allergies, etc., etc. Donc, on a développé autour de ces rendez-vous médicaux qui sont eux-mêmes autour de ce patient Rufus, un ensemble de dimensions. Donc, on peut suivre dans le temps ce patient à condition qu'on ait effectivement toutes ces informations. Donc là, on a répondu à la première question. Comment est-ce que je peux suivre le parcours de soins d'un patient? Et finalement, si on était dans d'autres pathologies, on développerait avec d'autres dimensions. Si j'ai une maladie autour de la douleur chronique, peut-être que je vais renseigner régulièrement des questionnaires sur mon niveau de ressenti de la douleur. Et donc, je rajouterai cette dimension-là, ces réponses au questionnaire, dans des observations en vert, par exemple. Mais je pourrais aussi avoir besoin de consultations qui sont un peu palliatives. Je vais aller faire de l'acupuncture ou autre chose. Et dans ce cas de figure, j'aurai des consultations spécialisées en acupuncture. Alors, on va s'arrêter là pour la première question. Et puis, on va tout de suite essayer de
d'aller traiter la seconde. Donc, comment est-ce qu'on va afficher des parcours de soins, cette fois agrégés, pour des cohortes de patients? Alors, là, vous voyez enfin, j'espère que vous voyez, je vais prendre un peu mon temps sur la transition d'interface. Vous voyez une démonstration de parcours de soins où je vais pouvoir sélectionner une maladie. Donc, si par exemple je prends l'épilepsie et que je regarde les prescriptions médicales qui ont été effectuées dans un intervalle de temps, donc 90 jours après avoir constaté la maladie, on va pouvoir observer que les patients qui sont atteints d'épilepsie sont traités par du diazépam ou par de la carbamazépine ou du clonazepam et dans des ordres différents. Et on peut s'intéresser en particulier à des populations de patients qui ont pris du diazépam et ensuite de la carbamazépine. D'accord ? Donc, cette population en particulier, si je clique dessus, eh bien, je vais avoir les informations sur ces patients qui sont atteints d'épilepsie et qui ont tous pris du diazépam avant de prendre de la carbamazépine. On pourrait également regarder pour la même pathologie, cette fois, quelle est l'observation des procédures qui ont été effectuées ou l'observation de la maladie, des maladies connexes à l'épilepsie, durant, pourquoi pas, le même intervalle de temps, et rafraîchir notre interface. Donc, on peut avoir des otites et des pharyngites en particulier pour ces patients-là. Et de même, je pourrais choisir une autre maladie, Alzheimer. Voilà. Regarder les prescriptions. Et cette fois, on aurait un diagramme de flux un peu plus compliqué, avec des prescriptions de différents médicaments. Et pareillement, on peut regarder les différentes cohortes de patients qui sont traités au bout de 90 jours maximum par différents médicaments. Et donc, cette interface donc de diagramme de flux, elle est finalement assez simple, assez sympa, et elle est basée sur une interrogation de la base Neo4j. Alors, je rouvre un petit peu la boîte noire pour expliquer ce qui a été fait techniquement. Quand je reviens sur mon Neo4j Desktop, vous pouvez voir en fait que j'ai activé un plugin qui s'appelle GraphQL. Donc, j'ai une API qui est exposée au-dessus de Neo4j, et c'est bien cette API qui est appelée par mon interface. Et maintenant, si je change de fenêtre et que je vous montre encore plus ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai un programme écrit en Node.js qui expose une API GraphQL sur mon port 4001. Et puis, j'ai également l'interface graphique qui est cette fois sur le port 3000 et qui appelle mon API. Ce que vous voyez là, c'est finalement un exemple de grande stack, G-R-A-N-D. Qu'est-ce que ça veut dire G-R-A-N-D? Ça veut dire G pour GraphQL, donc l'exposition d'API, React, serveur d'application pour héberger des applications Node.js. React, je vous ai dit une bêtise, React, le framework JavaScript réactif, Apollo, le serveur d'application qui permet d'héberger ces applications, et ND, Neo4j Database. Donc, c'est une pile technologique qui permet de réaliser des interfaces web très, très rapidement et efficacement.
si vous avez des idées autour de la patient journey ou de toute autre chose finalement assez connexe, pourquoi pas une customer journey, d'accord, dans un autre domaine qui pourrait être le retail ou l'hôtellerie ou que sais-je encore. Finalement, on peut facilement adapter ce genre d'interface. Là, on a essayé de répondre à la deuxième question, comprendre un parcours de soins agrégé pour des cohortes de patients qui ont les mêmes maladies. Alors maintenant, on va aller un peu plus loin et puis on va essayer d'explorer des cohortes de patients qui cette fois sont atteints d'Alzheimer. Alors, je vais tout d'abord retourner dans Bloom et je vais effacer complètement ma scène. Et vous voyez que j'ai d'autres search phrases. Donc, par exemple, je vais pouvoir chercher une maladie qui s'appelle Alzheimer. Et donc, je ne sais pas s'il y a des majuscules, des minuscules dans ma base de données. Donc, je vais plutôt utiliser ma search phrase et je vais mettre Alzheimer en minuscule. Et puis, alors, j'ai un petit problème de rafraîchissement. Je ne sais pas. Je ne sais pas très bien. Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis, on va mettre... Ah, ça y est. Je ne sais pas ce qui se passait, j'avais un petit problème de rafraîchissement. Donc, je trouve deux maladies. Alors, pour les spécialistes, en fait, il y a deux formes. Une première qui concerne un Alzheimer précoce et qui est plus due à des facteurs génétiques. Et puis, la deuxième qui concerne finalement l'Alzheimer classique qui se déclare beaucoup plus tard, en tout cas à partir de 50-60 ans. Donc, quand je prends ces deux maladies, je peux effectivement regarder un petit peu les malades, mais je me rends compte qu'il y en a quand même il y en a un paquet qui ont cette maladie. En tout cas, c'est des rendez-vous médicaux où on a déclaré qu'il y avait cette maladie d'Alzheimer. Donc là encore, on va être un peu prudent. Et puis, on va utiliser l'expansion sélective. Je vais regarder donc des rendez-vous médicaux. Et puis, je vais limiter à 50 nœuds. Donc, je me retrouve avec ces rendez-vous médicaux. Et puis, ce que je voudrais, c'est les patients en particulier. Donc, je vais dézoomer un petit peu. Je vais prendre tous mes nœuds rendez-vous médicaux et je vais étendre les patients ici. Voilà. Alors, je me retrouve avec un certain nombre de patients. Et puis, si je veux en particulier regarder si ces patients ont pris des médicaments particuliers, et puis je cherche vraiment sur cette maladie Alzheimer, je cherche à répondre à la troisième question, comment je pourrais sélectionner des patients en fonction de leur état de santé, donc les différentes maladies qu'ils ont, en plus de la maladie d'Alzheimer, mais également les médicaments qu'ils prennent. Donc, je vais étendre un peu plus mon graphe. Je vais prendre ces patients et je vais développer à nouveau alors non pas les... Je vais regarder toutes les... Dans leurs rendez-vous médicaux,
tout ce qui a été prescrit comme médicament. Alors là, sur mon exemple, j'ai que trois médicaments qui ont été prescrits, en particulier pour Alzheimer. Si je les révèle, donc j'ai la tacrine, c'est ce qu'on retrouvait un petit peu quand on a exploré avec l'application web. Donc de la galantamine et puis également du donépésyl hydrochloride. Très bien. Ce qu'on aimerait savoir aussi, c'est si tous ces patients, ils ont eu également d'autres maladies que la maladie d'Alzheimer. Donc, je vais révéler autour des rendez-vous médicaux s'il y a eu d'autres maladies. Et là, j'en vois pas. Je vois pas la relation as condition. Ça veut dire que en prenant 50 personnes, en tout cas 50 rendez-vous médicaux, je retrouve pas assez de choses. Donc, je vais devoir regarder de manière globale. Et c'est là qu'on va utiliser les algorithmes de graphes. Mais restons un tout petit peu plus sur Bloom. Là, si j'étendais tous ces patients et que je prenais tous leurs rendez-vous médicaux, j'arriverais à 2840 et il y a de fortes chances que je frise un petit peu mon interface. Donc, on va limiter, on va en prendre quelques-uns. On va étendre à 100 rendez-vous médicaux. Et puis, pour tous ces rendez-vous médicaux, on va essayer de voir s'il y a d'autres médicaments et également d'autres maladies. Ok, donc pour ces 50 personnes, je me retrouve avec un certain nombre de maladies, 18, et un certain nombre de médicaments. Là, en l'occurrence, je dois en avoir 18 également. Donc les petits nœuds en rouge et les petits nœuds en marron clair, c'est des caractéristiques de nos patients qui va être particulièrement intéressant d'observer, et on va essayer de les regrouper en fonction des médicaments qu'ils prennent ou des maladies qu'ils ont. Alors, si je reviens dans mon Neo4j desktop, vous voyez que j'ai un certain nombre de requêtes Cypher. Alors, je les ai passées et on regardera uniquement le résultat cette fois-là. Je vais vous les montrer les unes après les autres. Donc, vous voyez que d'abord, on a une relation indirecte entre les patients et les maladies. On passe par le rendez-vous médical pour avoir une maladie, pour qu'il y ait un diagnostic. En l'occurrence, ce qu'on a fait, c'est qu'on a établi une relation directe, as diagnosis, entre le patient et la maladie. La deuxième chose qu'on a faite, on a fait exactement la même chose. Vous voyez une relation as medicine qui est différente de as drug. On a créé cette relation directe entre le patient et le médicament. Ça va nous permettre de créer des graphes en mémoire grâce à la Graph Data Science Library. Alors, je passe sur cette deuxième création de relation directe. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a créé un label particulier sur les patients qui ont la maladie d'Alzheimer. Donc, ces deux codes-là. Eh bien, j'ai créé un label particulier que je retrouve ici, Alzheimer Diagnosed. Et cela, je vais me retrouver non pas avec toute la base à considérer, mais je vais me retrouver avec environ quelques milliers de patients. Donc, si je change un petit peu ma requête, je me retrouve avec mes 4000 patients Alzheimer. Si je continue ma recherche sur les patients Alzheimer, eh bien, en fait, j'ai créé un graphe en mémoire qui s'appelle Alzheimer Similarity. Et donc, la librairie Graph Data Science me permet de créer un graphe avec plusieurs types de nœuds, plusieurs labels. Les patients Alzheimer, les médicaments et les maladies. Donc, ça, c'est le premier argument, c'est le nom du graphe.
que je monte en mémoire. Le deuxième argument, c'est la liste des labels. Et le troisième argument, c'est la liste des relations qui les relient. En l'occurrence, les relations directes que j'ai créées, as diagnosis, as medicine. Donc, j'ai créé mon graphe en mémoire et je peux le visualiser en appelant tds.graph.list. J'ai effectivement mon graphe qui est en mémoire avec un certain nombre d'informations. Ce graphe, on va pouvoir le faire muter, on va pouvoir bouger les objets en mémoire directement. Donc, c'est d'autres requêtes qui ont été passées et qui me permettent notamment de créer des relations de similarité entre les nœuds. Donc, j'ai commandé de créer des relations de type similar, d'accord? Ces relations, on ne les voit pas ici dans les types de relations parce que ce sont des relations qui sont créées en mémoire. Et j'ai un certain nombre de propriétés, notamment le score, qui avait un poids sur cette relation de similarité. Le top 25 des voisins à considérer, et puis un seuil de similarité en dessous duquel je ne le stocke pas en mémoire. Alors, je crée finalement des relations de similarité entre les nœuds de mon graphe. Ceci, je le fais en mémoire. Et ensuite, je crée des communautés. Je crée des communautés sur ce graphe en mémoire, Alzheimer Similarity, basées sur les relations de type similaire. La propriété qui me sert à établir les communautés, c'est le score. Et cette fois, la propriété qui me sert à écrire, c'est la propriété Louvain Community. Qu'est-ce que j'ai fait à l'instant? Alors, c'est peut-être un peu compliqué, je vais essayer de le faire lentement. Mais en gros, j'ai dit, je prends mon graphe en mémoire, je prends toutes mes relations de similarité et leur score, et je crée un calcul qui va écrire sur chaque nœud de type Alzheimer Diagnosed, et également sur les nœuds drogue médicaments et maladies, je vais créer une appartenance à une communauté, puisque ces nœuds sont plus reliés entre eux parce qu'ils ont le plus de nœuds en commun. Donc, on va pouvoir regarder quelle est la tête de ces communautés. Et c'est l'objet de ma dernière requête. Donc, je vais simplement regarder les patients. Alors là, j'ai mis un double label, mais j'aurais pu prendre simplement cela, puisque mon graphe est uniquement sur les patients atteints de maladie d'Alzheimer. Je vais regarder l'appartenance à leur communauté et puis le nombre de personnes dans ces communautés. Et je me retrouve avec différentes communautés et leurs effectifs. Donc, si jamais mon étude clinique a besoin de recruter plus de 200 patients, je sais que je vais pouvoir aller regarder dans ces 6 premières communautés qui ont entre 200 et 600 membres. Et il y a une logique dans leur similarité. Donc, c'est des profils similaires puisqu'ils sont atteints de pathologies ou de comorbidités. On parle de comorbidités communes, mais également, ils prennent des médicaments semblables. Voilà. Là, on n'a pas eu besoin de prendre dossier par dossier, de faire des comparaisons 2 à 2. On a laissé les algorithmes de graphes nous trouver le résultat. Et évidemment, ensuite, on va pouvoir affiner, regarder en particulier parmi les patients qui sont dans cette communauté, par exemple, la plus importante, de 1817, ceux qui ont, cette fois, d'autres caractéristiques, comme des marqueurs génétiques, ou que sais-je encore, des catégories socio-démo particulières. Donc, on va pouvoir affiner encore plus. Mais rien que sur ces 2 informations assez critiques pour la sélection des patients, les maladies dont ils sont atteints et les médicaments qu'ils prennent,
Le fait d'utiliser la Graph Data Science Library nous fait gagner énormément de temps. Alors, les joies du direct. Par contre, il est midi, on a malgré tout terminé la présentation, on va essayer de tenir les délais. Il y a encore pas mal de questions. Ce qu'on va faire, c'est répondre aux questions par écrit et vous envoyer les réponses par la suite. Donc je vous remercie tous, nous vous remercions tous de votre participation à ce webinaire. N'hésitez pas à vous inscrire aux prochains événements et on sera ravis de vous retrouver. En vous remerciant et vous souhaitant une bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir.